Ce soir, on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, dans une vidéo tant attendue, non pas du tout, dans une vidéo crime. Voilà. Pour cette vidéo crime, d'ailleurs, ça doit être la, même c'est sûr, je crois, c'est la première vidéo crime de l'année. Alors, je vous préviens, risque d'y en avoir un petit peu, je vais pas dire beaucoup, mais en ce moment, je suis en ce mood. Vous devez connaître ce genre de passe, hein. Ça court sur un tapis de course en écoutant Ondelat et faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé, wesh, vous vous rendez compte? Vous pourrez créer une secte d'adorateurs de faites entrer l'accusé. Et on finirait tous dans un faites entrer l'accusé. Voilà. Bref. Désolé, je suis un peu surexcité, hein. Il est 4h du matin. Dans 5h, putain, ça fait 1 heure que je tourne en rond. Ok, arrêtons de glander, hein. Il est 5h du matin. Je suis un peu surexcité parce que j'avoue que ça fait 2-3 jours que j'ai envie de faire cette vidéo. Et à chaque fois, il y a trop de bruit. Voilà, c'est la merde, hein. La SMR, c'est pas pratique. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être bizarre, hein, mais j'ai très envie de faire cette vidéo. Je sais pas. Voilà. Profitons-en, hein. C'est peut-être bon signe. Ou pas, je sais pas. Donc, voilà. Vous connaissez peut-être ou pas, sûrement ou pas, l'énergumène dont on va parler ce soir. Moi perso, j'en avais déjà entendu parler par-ci par-là, mais ça m'avait pas turlupiné plus que ça. Et ça fait une semaine là, je suis retombé dessus. Je suis là, mais genre, quoi couper? Quel genre d'individu se balade sur Terre en normal parmi nous et fait ça? Bon, vous l'excuserez ou pas, c'était un zinzin, donc il est chez nous. On va pas lui jeter la pierre, vous voyez. Enfin, je dis de chez nous, de chez moi, quoi, vous voyez. HP. Pardon. Un peu de sérieux. Voilà, en plus c'est dégueulasse comme histoire. Et voilà, c'est toujours triste, hein. Il y a des morts, des victimes, etc. Bon, c'est un peu le but en même temps. Donc, putain, je vais dire des saloperies, donc je vais m'arrêter là. Désolé, voilà. Tuer c'est mal. Le cannibalisme, c'est une drôle de coutume. Enfin, je veux dire, si on crève de faim, je veux bien. Peut dans un monde où il y a des McDo à tous les coins de rue, je capte pas le délire. Mais bon, donc, sans plus tarder, découvrons ensemble l'horrible crime cannibale d'Issei Sagawa, dit aussi à l'époque où on n'était pas très inspiré et un peu raciste, maybe, aussi appelé le cannibale japonais. Parce que bien sûr, en France, on est des gens civilisés, on ne bouffe pas ses voisins, ni les étudiantes. Donc, pour commencer, on va commencer un peu par les débuts. Voilà. Donc, Issei Sagawa naît le 26 avril 1949 à Kobe. Kobe. Je sais pas s'il y a que moi qui tic, mais le pélo est né à Kobe. Donc, le bœuf de Kobe. Et après fini cannibale. Est-ce parce que le bœuf de Kobe est trop cher que bouffer des gens c'est plus économique? C'est peut-être une raison, je sais pas, bon, sans déconner. Je continue, j'arrête. Donc, en 1949, à Kobe, au Japon, fils d'un riche industriel, aussi, c'est un détail, mais perso, enfin, c'est assez ouf.
soi, c'est un détail, c'est vrai. Il mesure qu'1m52 et il fait 35 kilos. Adulte, hein, pas bébé, hein. Parce que ça, chez nous, c'est un bébé qui fait 35 kilos. Peut-être pas. Bah, chez les Arabes qui mangent trop de gâteaux. Maybe. Désolé. Voilà. Un adulte qui pèse 35 kilos et qui fait 1m52, il est capable de faire ce qu'on va voir après. Comme quoi, donc, on sait pas grand chose sur sa vie. En même temps, on sent pas un peu les coronesses, entre nous soit dit. Mais il faut savoir qu'avant de réussir son coup, c'est dégueulasse ce que je viens de dire, mais bon, avant de débarquer à Paris, il a déjà, dans les années 70, au Japon, il avait déjà des fantasmes de cannibalisme et tout ça, notamment sur des jeunes femmes blanches. C'est un détail, mais bon, je le dis là, blanches et blondes, avec Marine Le Pen. Si jamais. Arrêtons. Stop. Donc au Japon, en 72, il tente déjà de tuer une étudiante allemande. Il a été accusé de tentative de viol et de tentative de meurtre. Mais comme son papa pas été pété de thunes, naturellement ça peut arranger 2-3 trucs. Donc la Gachi, la madame, elle a accepté de retirer sa plainte en échange d'argent. Et donc comme son père a dédommagé la victime, comme c'est légal dans la loi japonaise, je sais pas si en France c'est pareil, je pense pas, mais bon, de toute façon ça arrange avec la thune, on fait ce qu'on veut. Donc la loi japonaise a arrêté les poursuites et il a vécu sa vie tranquille ou bilou. Voilà. Bon, vous allez le voir, même après tout ce qu'il a fait, il a globalement vécu sa vie un petit peu tranquille, le pélo. Ensuite, il a obtenu une maîtrise en littérature à l'université d'Osaka. Et son père décide de l'envoyer à Paris pour étudier la littérature en 1980. Vous allez voir qu'il n'a pas fait long feu sur le territoire. Voilà. C'était une expédition rapide. Donc en 1981, le 11 juin 81 précisément, Issei Sakawa attire une étudiante qu'il avait rencontrée à la fac ou je sais pas où, je crois. Donc chez lui, la victime s'appelait Renée Harteveld, une néerlandaise de 24 ans. Voilà. Qui étudiait comme lui la littérature à Paris 3. Donc il la tient chez lui dans son studio au 10 rue Erlanger. Erlanger. Ouais, j'ai toujours dit Erlanger, moi, je sais pas. Peut-être c'est Erlanger, je sais pas. Les gars qui habitent dans le 16e. Moi, c'est pas mon coin. Pas de mytho. Donc, il la tient chez lui. Et en gros, faut savoir que il a fait des enregistrements audio d'à peu près tout. Et des photos. Je sais plus s'il y avait des vidéos, mais je crois que c'était plus des photos et des enregistrements audio. Donc il a enregistré sa victime en train de lire un poème allemand. Puis voilà, il a fait d'autres enregistrements. Et donc
c'est que lui, il était très attiré par cette jeune étudiante. Si vous avez vu sa photo, bien que le physique ne fasse pas tout, on peut tous comprendre que non merci. Voilà, ce n'était pas réciproque. Petit aparté qui n'a rien à voir. Désolé, je suis obligé de le dire parce que ça me démange depuis tout à l'heure. Je regardais ces photos pour prendre une photo pour la miniature et j'ai une illumination. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Roger d'American Dad? Y'a que moi qui trouve cette ressemblance. C'est parce que je suis pas bien réveillé. Je suis désolé, c'est la même personne. Aussi zinzin les deux. Bon, pour les gens un peu éduqués, ou un cerveau performant, vous êtes probablement en train de prendre la fuite. Après que j'ai sorti cette référence d'American Dad. Voilà, ne me jugez pas, j'adore cette série. C'est complètement con, c'est débile, mais c'est marrant. Ok, dites-moi dans les commentaires. Validez non, le sosie. Et donc, comme il y avait non concordance des projets, en gros, il voulait la pécho. Elle, non merci. Donc, un peu vexé de s'être fait remballer, le petit bonhomme s'est énervé. Voilà. Et par un accès de rage, comme si, enfin moi je sais pas, hein, mais on me sort sous la colère, sous un coup de folie, on sort une carabine. À quelle heure tu sors une carabine sur un coup de folie? Tu mets un coup de poing sur une impulsion comme ça, un truc violent, d'un coup tu maîtrises pas, d'accord? Un coup de poing, un coup de pied, j'en sais rien. À quelle heure tu sors une carabine? Tu mets la cartouche, tu charges le truc, tu vises. Une carabine, c'est... À quelle heure? Genre c'est pas après-midi. Genre t'as fait une carabine là, tranquille. Elle attendait. Elle attendait. Non. Désolé. C'est chelou. Donc... Ouais, donc il lui a tiré une balle dans la nuque, il me semble. Je suis en train de vous raconter une histoire alors que je la connais pas l'histoire. C'est n'importe quoi. La il me semble qu'il lui a tiré dans la nuque. On va vérifier ça. Voilà, je veux rien savoir. C'est dans la nuque. C'est horrible. Pardon, ne rigolons pas de ces horreurs. On voit. Non, il n'y a que moi qu'on voit, c'est gênant. Ah, ok, donc, après le meurtre, donc après la balle dans la nuque, il s'est dit, tiens, enfin, j'ai lu ça genre, il a déclaré que la manger c'était un acte d'amour. Bon, vous le savez peut-être déjà, ou on va le voir après, naturellement, il a fini en psychiatrie, évidemment. Donc, il commit un acte de cannibalisme en consommant certaines parties du corps de la jeune femme. Il emballa le reste dans des sacs plastiques qu'il transporta dans un chariot, tout de go, avec son caddie Carrefour ou Monoprix dans le 16e, en toute détente vers le bois de Boulogne. Tout est normal. Et en gros, pas bon, tout le monde le sait, mais bon, si vous savez pas, le bois de Boulogne, il n'y a pas que des putes, il y a aussi de l'eau et des arbres. Non, mais en gros, il y a un espèce de... c'est pas un lac, hein, mais c'est un espèce de bassin. Ouais, il y a de l'eau, il y a des petites... des barques. Genre de barques. Ouais, enfin des mini bateaux, des petites barques pour se détendre. Voilà, chacun se détend comme il peut. Soit
que et donc en gros son objectif c'était de tout foutre dans le bassin. Et je dis objectif, mais je pense que c'est un peu trop ambitieux pour ce qu'il avait dans la tête, hein. Je pense qu'il a aucun projet, genre aucune cohérence. C'est pour ça qu'il a fini en psychiatrie et pas en prison. Mais donc, pour en revenir au sujet, étant donné qu'il est tout maigrichon le pauvre et qu'il est tout petit, on connaît ça les gens pas très grands, les caddies c'est hyper chiant à manœuvrer. Pardon, je m'implique dans le sujet alors que c'est horrible. Pardon. J'arrête. Donc, comme c'est pas un gros muscle, hein, il n'y avait pas Tipo InShape à l'époque. Donc, il arrive pas à manœuvrer le caddie, il galère et il renverse tout devant des gens, enfin devant un couple. Donc, les pauvres, hein, les miskines. Comme il avait un comportement grave chelou, ils essayent de l'interpeller, de lui poser des questions, etc. Mais il se barre un peu en courant et il abandonne tout sur place. Grossière erreur. Enfin, quoique, il aura pas pu faire autrement de toute façon. Les pauvres gens, du coup, ils ont touché au sac et ils ont découvert ce qu'il y avait dedans. Hein. Imagine leur horreur. Et donc ils appellent la police, ils font un signalement, etc. Et dès le lendemain, la police lance un appel à témoins. Et en fait, pour aller jusqu'au bois de Boulogne, il avait pris un taxi. Et on connaît tous la discrétion des chauffeurs de taxi. Non, je rigole. Et donc le chauffeur de taxi entend l'appel à témoins, de la police et il va du coup témoigner. Et il appelle la brigade criminelle et il lui raconte qu'il a pris, qu'il a fait une course avec un client asiatique qui avait 2 valises et on peut le dire, je pense c'est la cavale la plus minable et la plus courte de l'humanité, de l'histoire du crime. C'était pas un grand criminel, hein. Donc il s'est fait arrêter 3 jours après. En même temps il est pas allé loin. Et donc Sagawa arrêté par la police 3 jours après. Quand il s'est fait arrêter, la victime n'a toujours pas été identifiée naturellement, hein, parce qu'il a découpé en morceaux, il a bouffé une bonne partie, etc. Donc compliqué. Et puis dans la mesure où elle était étrangère, il n'y avait pas forcément, puis c'était à l'époque, donc il n'y avait pas forcément autant de, les gens ils signalaient pas les disparitions forcément comme ça. Dans la mesure où elle était adulte et pas française, voilà. Et ce fou, il va déclarer aux policiers que, je cite, si j'avais eu un congélateur, vous ne m'auriez pas attrapé. Voilà. Il revendique son acte, hein. Je veux pas dire qu'il s'en défend, parce qu'il a l'air d'en être plutôt fier. Il considère pas du tout que c'est un crime ou que c'est quelque chose de sale ou d'horrible, de monstrueux. Il considère que c'est une expression artistique, une œuvre d'art, que c'est de l'amour. Voilà. Ensuite, quand les policiers perquisitionnent son studio, les policiers découvrent les papiers de la victime, ce qui va leur permettre de l'identifier.
l'image du dépeçage de la victime. Il retrouve aussi un dictaphone, une shampouineuse, la couverture un magazine, une couverture de Charlie Hebdo. Donc tout le monde connaît Charlie Hebdo maintenant. Qui date de 79, qui titre Barbecue monstre dans le Var, le cul rôti aux herbes de Provence. Et en gros sur cette couverture et sous ce titre, en gros, on voit un cuisinier qui découpe les fesses d'une femme. Bon, moi perso Charlie Hebdo, jamais été trop fan, mais bon, chacun est libre, hein, mais moi c'est pas le genre de truc qui m'amuse. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a jamais fait trop rire. Leur humour, bref, on s'en fout, c'est pas de moi dont on parle. Mais bon, c'est pas le sujet, hein. On a le droit de pas aimer et de les laisser tranquilles exprimer ce qu'ils veulent. Voilà, je lis pas, j'achète pas. Point. Mais bon, pour ça montre qu'il avait un certain goût un peu tordu quoi, avec le reste. Hein. Bref, c'est un détail. Ensuite, il retrouve des photos d'identité de la victime. Et il retrouve aussi 7 kilos de tissu humain dans des petits sacs poubelles et sur des assiettes en carton dans le réfrigérateur. Ouais. Ici on n'est pas dans le mukbang dégustation ASMR. Hein. C'est pas le sujet. Hein. Vous pouvez pas manger en regardant mes vidéos. Suite à toutes ces découvertes, naturellement les policiers le placent en détention provisoire. En détention préventive, pardon. Mais il va être déclaré de perte totale d'inhibition par 3 experts pendant 1 an qui vont le déclarer totalement irresponsable de ses actes. Et il s'attribue sa perte d'inhibition à son encéphalite dans l'enfance. Donc, il s'attribue ses pulsions cannibales à ses rapports avec sa mère. D'accord. Cette dernière, donc sa mère, passant son temps à l'obliger à manger pour survivre durant sa petite enfance. Voilà. Donc les experts psychiatres concluent à son irresponsabilité pénale, mais recommandent son internement, s'il vous plaît. C'est le Billy Bob quand même. En raison de son extrême dangerosité, évidemment. Le juge d'instruction, Louis Bruguière, se range de l'avis des experts. Merci Louis. Il prononce un non-lieu au titre de l'article 706-125 du Code de procédure pénale. J'ai l'impression de Gérard Larcher. Non. Sagawa est interné 1 an à l'unité pour malades difficiles de Villejuif avant d'être transféré au Japon où ses parents le placent à l'hôpital psychiatrique Matsuzawa de Tokyo le 21 mai 84. Un nouveau collège d'experts japonais le déclare responsable de ses actes. Donc les experts français l'ont déclaré irresponsable, mais les experts japonais l'ont déclaré responsable ensuite. Mais comme la justice française a déclaré un non-lieu, enfin
prononcer un non-lieu en France, ça fait que ça a définitivement interdit de relancer des procédures et de rejuger en fait. Donc les Japonais n'ont jamais pu le juger. Parce que s'il n'y avait pas eu ce non-lieu de la France, la justice japonaise aurait pu le juger et le déclarer coupable. Enfin, responsable plutôt, parce que coupable c'est établi. Donc il a bénéficié d'une des règles de droit international favorables aux prévenus. Et il est libéré le 13 août 85. J'allais dire 95, mais non, c'est 85. Hein. Donc il a fait 0 année de prison. Et il a passé 3 ans et demi, 4 ans en psychiatrie. Voilà. Et ensuite, parce que non, croyez pas qu'il allait rester terré chez lui, dans la honte et les remords. Pas du tout. Pas du tout. Donc, attention. À la suite de cette affaire, il va essayer, une fois sorti de psychiatrie, tente de trouver un travail et réussit quand même à enseigner le français dans une école. Ouais. Il a bouffé une femme. Il va apprendre les COI, COD à des enfants. Dieu merci, il n'aurait rien arrivé. Mais quand son identité est reconnue par les élèves, donc bon, s'ils ont reconnu son identité, c'était peut-être pas des enfants, mais bon, on s'en fout. Il doit renoncer au poste. En 89, sévit au Japon un tueur en série d'enfants qui viole et dépèse ses victimes, si bien que la presse nationale engage Sagawa comme consultant. Non, non, ils l'ont pas soupçonné, ils l'ont engagé comme consultant. Ouais. Et donc, il devient assez médiatisé, et même très médiatisé, et il devient célèbre dans le monde entier sous le nom de japonais cannibale ou l'étudiant français. Il est décrit comme pervers, maniaque, exhibitionniste narcissique par le psychiatre qui l'a suivi. Et ensuite il continue à... il écrit des livres qui n'ont aucun succès, mais il écrit, qui sont tous centrés autour de son crime. Il joue aussi la comédie. Il apparaît dans des publicités pour des chaînes de restaurants de viande. Je sais pas si c'est les Japonais qui ont un humour bizarre ou... je sais pas. Et il joue aussi dans quelques films érotiques. Ouais. On n'est pas ici pour juger. On essaye, on essaye. Piètre artiste, mais redoutable pervers. Il peint aussi des aquarelles, portraits et nus de femmes. Sordide. Donc il vit à ce moment-là, quand il fait tout ça, à Yokohama, sous surveillance policière, mais sans suivi psychiatrique, ce qui peut expliquer toutes ces turpitudes. Il prend juste des antidépresseurs. Voilà, il y a, de ce qu'on sait, il a jamais récidivé, mais il s'est jamais caché que ses fantasmes cannibales
mal ces idées, ces perversions, voilà, ces fantasmes l'ont toujours hanté et ont continué à le hanter jusqu'à la fin de sa vie. Et puis voilà, à la fin de sa vie, il a vécu quelques années assez diminuées par la maladie. Il a vécu un moment retiré et un peu oublié dans son appartement en banlieue de Tokyo. Et donc, pour finir, comme personne n'y échappe, lui non plus, il finit par mourir évidemment d'une pneumonie le 24 novembre 2022 à l'âge de 73 ans. Donc il aura bien bourlingué quand même un peu, hein. Mais bon, voilà. Je vais éviter de faire des commentaires. Sur ce, j'espère que cette histoire, je vais pas dire cette histoire vous aura plu, mais j'espère que bon, cette vidéo vous aura plu. J'espère que la qualité est pas trop mauvaise. Je sais pas trop ce que je fais en ce moment avec le micro, mon téléphone, etc. Je sais plus trop comment m'y prendre. Donc dites-moi si je peux améliorer des trucs en commentaire. C'est certain d'ailleurs. N'hésitez pas à me donner vos suggestions de vidéos dans les commentaires, à réagir. N'hésitez pas aussi à me donner des suggestions si vous avez un crime en tête dont vous aimeriez que je parle.